Bienvenue sur Géopolitis. Elles sont plus grandes, plus riches que certaines nations. Elles ont un chiffre d'affaires annuel plus important que le produit intérieur brut de certains pays. Ce sont les multinationales. Ces entreprises qui ont acquis une taille impressionnante en nombre d'employés, en bénéfices, en capacité de production et tout simplement en puissance financière, économique, voire politique. Vous voulez un exemple? GDF Suez, au départ, simple fournisseur de services aux collectivités locales en France, est devenu, c'est le groupe qui l'affirme, le premier producteur d'énergie indépendant du monde. Son chiffre d'affaires est égal au PIB de la Belgique. Les multinationales, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le commerce et les infrastructures locales, c'est bon pour les rentrées fiscales. Bref, une multinationale, ça se désire, ça se mérite. Dans cette ville de Genève, où est fabriqué Géopolitis, doit-on rappeler que les multinationales assurent un emploi sur 6 et le quart des recettes fiscales du canton. La question que pose Géopolitis n'est donc pas de savoir s'il faut ou non accueillir des multinationales, mais plutôt de se demander si certaines de ces entreprises n'ont pas atteint une taille trop imposante, s'il est vrai que plusieurs d'entre elles échappent à l'impôt, et enfin, si elles respectent toutes les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les conditions de travail. C'est Karl Marx lui-même qui prédisait ceci. La destinée du capital, disait-il, c'est de se retrouver toujours plus concentré et au final, lorsqu'un seul capitaliste possédera toutes les entreprises du monde, cela deviendra une propriété collective et donc ce sera l'avènement du socialisme. C'est une thèse. Une autre thèse, c'est que, au final, certaines firmes multinationales pourraient effectivement prendre le pas sur certains pays. C'est déjà le cas pour quelques entreprises dont le gigantisme écrase les États qui les accueillent, lesquels n'ont même plus les moyens d'imposer leurs propres lois. Une étude suisse démontrait en 2008 que 737 grandes firmes contrôlaient jusqu'à 80% du capitalisme mondial. Prenez l'exemple de la Corée du Sud. Les deux conglomérats, Samsung et Hyundai, représentent un quart du PIB du pays. Venons-en à présent aux critiques. D'abord, les impôts que ces multinationales sont désormais accusées de ne pas payer du tout, ou en tout cas de ne pas payer qu'en partie, en trichant notamment sur la réalité territoriale de leurs activités pour bénéficier d'impositions fiscales réduites. Les sommes sont énormes, les sommes en jeu. Le Danemark réclame par exemple 1 milliard de dollars à Microsoft. Le fisc français exige 200 millions d'euros à Amazon. Et en Suisse aussi, on veut corriger les mauvaises habitudes, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est tout le propos de l'enquêteur et ancien parlementaire tessinois Dick Marty. Il convient de dire, il faut le dire et le souligner, qu'il y a de nombreuses multinationales qui se comportent d'une façon exemplaire, qui ont introduit des codes éthiques. Il y en a d'autres qui ne le font pas du tout. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde qui est un socle juridique qui est valable pour tout le monde. Ce qui semble curieux pour certains, voire scandaleux pour d'autres, c'est que le taux effectif d'imposition soit plus bas pour ces multinationales que pour des sociétés nationales. En Suisse, certains avancent le chiffre de 12% d'imposition, alors qu'il est de 22% ou plus pour les sociétés nationales, et cela alors que les multinationales font pour certaines des bénéfices colossaux. Mais alors, la question de fond est celle-ci: si on n'accorde pas de tels avantages aux multinationales, finiront-elles par aller ailleurs? Prenons l'exemple du groupe Walmart, le numéro 1 mondial de la grande distribution, premier employeur privé de la planète, avec 2 200 000 employés. Cette entreprise a un chiffre d'affaires annuel, dernier chiffre connu, de 445 milliards de dollars. C'est un tout petit peu moins que le PIB, le produit intérieur brut, de l'Iran. Et deux multinationales, Royal Dutch Shell et ExxonMobil, présentent des chiffres d'affaires encore plus élevés, donc correspondant à des pays encore plus riches que l'Iran. Le français Total n'est pas mal placé, avec un chiffre d'affaires annuel de 186 milliards de dollars, 2 petits milliards de plus que le PIB de la Roumanie. On peut multiplier les exemples avec le groupe Siemens de la taille du Maroc, IBM équivalent à l'Angola ou McDonald's aussi grand en chiffres que Chypre. Il s'agit là de chiffres d'affaires. Si on considère maintenant les bénéfices annuels, c'est le russe Gazprom qui bat tous les records avec plus de 44 milliards de dollars, suivi par le groupe ExxonMobil.
778 millions d'euros, soit à peu près 1 milliard de dollars. C'est ce que le Danemark réclame à Microsoft. La raison, l'administration fiscale de ce pays considère que l'éditeur de logiciels américain a triché sur l'acquisition d'une entreprise danoise. Il y a donc un soupçon de fraude fiscale. Microsoft, à qui la France demande par exemple un remboursement de 52 millions d'euros, un redressement fiscal, le troisième en 5 ans. Google est une autre multinationale dans le collimateur des administrations fiscales. Londres exige une somme de 8 milliards de dollars de la part de plusieurs de ces multinationales accusées de fraude. Et c'est maintenant le G20, avec à sa tête Berlin, Londres et Paris, qui mène la lutte contre ces géants qui échappent totalement ou en partie aux impôts. Les autorités estiment, je cite, que toutes les capitales souhaitent voir ces multinationales s'implanter chez elles, mais à la condition qu'elles payent les impôts existants. Sinon, ce sont les petites et moyennes entreprises locales qui supportent tout le fardeau fiscal. C'est le commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme qui tire la sonnette d'alarme. Et c'est notamment dans les industries minières et dans les secteurs de l'agriculture ou du textile que des violations graves des droits de l'homme seraient monnaie courante. On cite en exemple le cas des mineurs sud-africains malmenés et assassinés pour 34 d'entre eux alors qu'ils manifestaient pour de meilleures conditions de travail. On cite aussi le cas d'une centaine d'ouvrières mortes dans l'incendie de leur usine au Bangladesh. On cite encore le cas des travailleurs chinois fabriquant des millions d'iPhones dans des conditions que personne n'accepterait en Europe ou en Amérique. Le problème n'est pas nouveau et du reste, de très nombreuses multinationales ont adopté depuis des codes de conduite. Pour de nombreuses ONG, ces engagements ne sont pas suffisants. Ce ne sont pas les multinationales qui seraient devenues trop puissantes, mais bien les États qui seraient désormais en situation de dépendance, donc de faiblesse. L'invitée de Géopolitis, Delphine Sanlivre, directrice de l'ONG, l'organisation non gouvernementale Transparency International suisse. Transparency, ça veut dire transparence. Transparence contre quoi? Contre la corruption. Est-ce que le phénomène est si vaste que cela? Et au fond, en quoi consiste votre travail à vous, ONG basée ici à Genève? En fait, la corruption est très vaste, effectivement. Il y a environ 1000 milliards de dollars qui sont perdus chaque année, d'après la Banque mondiale. 1000 milliards de dollars oui. En corruption, pots de vin et des choses comme ça. Exactement. Notre travail consiste essentiellement à observer la situation de la corruption dans le monde, pour Transparency Suisse, la corruption en Suisse. Ça correspond à donner des conseils aux entreprises, faire de l'information, former, faire du lobbying aussi pour changer les conditions cadres. C'est le travail principal de Transparency, former, informer, sensibiliser. Donc en fait, vous êtes là pour collaborer avec ces grandes multinationales, vous n'êtes pas là seulement pour les dénoncer. C'est quand même une approche assez nouvelle. On a une attitude mixte, je dirais. D'un côté, on les observe, on fait des études pour voir quel est le niveau de corruption dans les pays, dans les entreprises, mais en même temps, on essaie de collaborer avec elles. Après certaines études, on les approche en disant, ben voilà, on a constaté que telle ou telle mesure n'est pas suffisamment implémentée. Est-ce que vous avez pensé à? Est-ce que vous envisageriez éventuellement d'implémenter telle ou telle mesure? Mais vous êtes perçus comment? Comme des enquêteurs? Des gens qui viennent déranger ces grandes multinationales? Non, je crois pas qu'on vous accueille bien? On nous accueille bien dans la mesure où, en général, ça aide les entreprises elles-mêmes. Les entreprises ont besoin d'être dans une bonne santé au niveau des risques, et la corruption est un risque, et on les aide à rester en bonne santé ou à s'améliorer. Donc, on est vu un peu comme des observateurs critiques et pas forcément agréables, mais en même temps, on est vu comme une sorte de piqûre de rappel, de soutien, en disant là et là, il faut améliorer un certain nombre de points, et on peut les aider. Et vous avez une certaine expertise. C'est cela qu'on vous accepte aussi. On a une très vaste expertise, on a un vaste réseau international. Transparency est un mouvement international avec des chapitres dans plusieurs pays, 90 pays, dont la Suisse, et on a une grande expertise au niveau international, mais aussi au niveau suisse, puisqu'on a des experts ici dans plusieurs domaines. Et vous êtes redouté? Oui, parce que vous faites quand même un classement, les meilleurs, ceux qui sont, disons, le plus actifs dans leur domaine, et puis ceux qui ne le sont pas du tout dans le domaine de la corruption. Alors, au niveau des pays, on publie ce Corruption Perception Index chaque année pour la perception de la corruption dans le secteur public. Au niveau des entreprises, en 2012, on a publié une étude sur les 105 plus grandes entreprises cotées en bourse. Et là, effectivement, certaines entreprises ont apprécié d'être plutôt dans des rangs élevés, d'autres entreprises ont moins apprécié dans des rangs plus éloignés, effectivement.
effectivement. On va parler de pays, pour citer pas trop de marques. Quels sont les pays qui sont dans les 5 meilleurs au niveau de la transparence? Et puis quels sont les pays qui sont vraiment en bas du classement? Le meilleur pays? Le meilleur pays... Celui qui est tout en haut du classement? Alors c'est typiquement toujours les pays scandinaves et la Nouvelle-Zélande, de façon surprenante. Il n'y a jamais de corruption là-bas, c'est formidable. Il y a très peu. Disons, c'est une question de perception, hein. Donc c'est la perception de la population. Donc la population a la perception qu'il y a peu de corruption. Et vu qu'il y a peu de scandales, c'est probablement le cas. Les pays les plus éloignés, alors c'est l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan, enfin les pays en guerre civile en général, où les infrastructures, les institutions ont quasiment disparu. Et c'est aussi une question d'institution. Quand la direction, quand la tête est propre, quand les institutions fonctionnent, il y a moins de corruption évidemment que quand les institutions sont endommagées. Mais pour en revenir aux multinationales, est-ce que quelque part il n'y a pas le danger pour vous d'être instrumentalisé? C'est-à-dire en gros vous donnez un blanc-seing, un feu vert, et puis ensuite la multinationale fait ce qu'elle veut? Il y a toujours un danger d'être instrumentalisé, mais nous menons nos études de façon justement très neutre. On publie le barème simplement, on refait des études après plusieurs années, par exemple celle-là on l'a fait en 2009 puis en 2012. Donc quelque part, on donne simplement des informations, on fait un état des lieux sur la publication que font les entreprises de leurs mesures de transparence, mais on ne peut pas être instrumentalisé au-delà. Certaines de ces multinationales adoptent un code de conduite. Oui. Sur le papier, c'est merveilleux, surtout vu d'ici, à Genève. Et puis, j'imagine que c'est votre travail. Sur le terrain, là-bas, très très loin, dans une entreprise qui dépend vaguement de cette multinationale, il n'y a plus rien? Alors il y a de tout. C'est l'hypocrisie qui règne ou pas? Non, il y a de tout. Il y a des entreprises qui vraiment sont extrêmement strictes avec leur code de conduite et la mise en œuvre de leur code de conduite. Elles prennent toutes les mesures qui vont avec, c'est-à-dire faire de la formation aux collaborateurs, avoir des systèmes de whistleblowing pour que les collaborateurs ou les fournisseurs... Encourager ceux qui dénoncent. Hein. Encourager ceux qui dénoncent, exactement. Pour que soit les collaborateurs, soit des fournisseurs puissent encourager ceux qui dénoncent. Qu'est-ce qu'elle met? Elle met aussi, à part la formation, le whistleblowing, elle a des systèmes de contrôle interne très poussés. Donc ça, c'est des systèmes qui aident à ce qu'elle soit réellement implémentée. Mais encore une fois, sur place, là-bas, dans une mine au milieu de l'Afrique du Sud? Sur place, là-bas... Vous avez accès, vous pouvez avoir accès là-bas? Non, c'est pas notre travail. On vous laisse pas quand même. On fait pas d'enquête sur le terrain. Non, alors notre travail, ça n'a jamais été l'enquête sur le terrain. Notre travail, c'est vraiment la sensibilisation à la corruption, c'est de promouvoir les possibilités, les mesures, mais alors on ne fait pas d'enquête. Pour ça, il y a le ministère public et les équivalents des ministères publics dans chacun des pays. Et c'est vous qui pouvez aussi jouer le rôle de whistleblower, donc de lanceur d'alerte. Alors on peut signaler un certain nombre de choses et puis après les autorités peuvent éventuellement agir. On a des chapitres dans un grand nombre de pays, donc les chapitres peuvent contacter effectivement les autorités. Elles ont pas, en général, elles n'ont pas qualité pour agir, mais elles peuvent au moins informer et puis signaler qu'il y a un certain nombre de choses. On termine sur une note optimiste. Quel a été par exemple le plus beau résultat, le plus beau progrès en ce qui concerne votre ONG, Transparency? Ils sont extrêmement nombreux, ils sont difficiles plein de succès. Ils sont difficiles à chiffrer, enfin ou à nommer parce que en fait c'est énormément de gouttes d'eau dans un océan. Donc on a énormément de gouttes d'eau comme succès dans les océans. Et l'océan, il est vaste? L'océan est extrêmement vaste. 1000 milliards de dollars? 1000 milliards de dollars. C'est énorme. Delphine Sanlivre, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ONG Transparency International Suisse. Merci à vous. C'est un cas unique et édifiant. Voilà qu'une multinationale décide de payer un impôt volontaire. En Grande-Bretagne, on peut citer ce pays, le géant américain du café Starbucks, pour ne pas le nommer, s'est soudainement engagé à verser 10 millions de livres sterling sur 2 ans au Trésor britannique. Volontairement, cela ne veut pas dire gracieusement ou encore moins philanthropiquement, car Starbucks, en tant que multinationale, s'est retrouvé piégé. D'abord, la branche britannique de la grande chaîne de Seattle n'avait, disent les autorités, n'avait pas payé un sou d'impôt en Grande-Bretagne depuis des années, rien du tout. Et cela était légal. Il y a encore quelques années, cela aurait pu passer dans l'opinion, mais plus maintenant, alors que l'heure pour tous les citoyens est à l'austérité. Ensuite, Starbucks s'est rendu compte que ces pratiques, disons, inciviques, étaient en contradiction totale avec l'image que la firme entend donner d'elle-même, par exemple, en insistant sur toutes les démarches écologiques qu'elle dit soutenir. Ternir son image, c'est le danger numéro 1 pour un grand groupe international. Starbucks a donc décidé de corriger le tir, de payer. Cela lui coûtera un quart de son chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Elle s'y résigne volontairement. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, notre invité répond à vos questions.
En vidéo, ce qui se fait en matière de campagne contre certaines pratiques de certaines multinationales. En infographie, des éléments de comparaison entre multinationales et États au niveau de la puissance financière. Vue du passé ou l'essor des grandes premières compagnies. Un choix de site internet sur cette problématique. Géopolitis en podcast. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.